François Balzac roman, alors à mesure que j'avance, moi, c'est un petit peu du funambulisme. C'est-à-dire tu as les zones sur lesquelles tu comptes entrer, mais si tu sais que c'est une zone centrale, tu sais que peut-être il faudra y revenir plusieurs fois, tu sais que les questions, elles se retravailleront toujours par rapport à une sorte de... comme ça, de comment les textes se mettent les uns par rapport aux autres, mais justement avec des textes qui seraient en position plus centrale les uns que les autres. Alors, c'est y aller très, très timidement, surtout pas dire « je vais vous faire une introduction à la fille aux yeux d'or », non, mais c'est entrer une première fois dans cette espèce de récit monde qu'est la fille aux yeux d'or. Alors, bien sûr, aussi une autre interrogation. Ça, c'est sûr que moi, par exemple, pourquoi j'ouvre ce cycle ? Eh bien, c'est que les lectures longues, est-ce que ça veut dire quelque chose de dire « Waouh, vous écouterez ça dans votre voiture ?» Non, c'est pas la question, mais c'est se dire, pour moi, traverser à voix haute les longueurs, les imperfections, tout ce bazar narratif qu'il peut y avoir autour de la trame centrale. Bon, La fille aux yeux d'or, c'est 70 pages là, dans ce Pléiade qu'est le 5 là, c'est l'édition de référence, quoique les préfaces soient toutes aussi, j'allais dire, mièvres les unes que les autres. Tout ce que ça. Ah, Balzac, il n'a rien pu inventer. C'est pas l'écriture qui invente, vous disent-ils. C'est, Balzac, il avait dû voir ça, il avait dû voir ci, il avait dû lire ça, il avait dû lire ci. Bah non, il n'y a pas besoin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on en sait très peu, parce que Balzac, dans ses lettres, il raconte plein de trucs, mais on sait quand il vend un texte, on sait quand il publie un texte, mais ce qui se passe quand il l'écrit, c'est la question des intuitions. Par exemple, personne lui demande. Ça, ce sera plus tard. Proust, il va s'installer là dans ce. Donc d'où ça vient ? Et ce d'où ça vient, moi, c'est peut-être ça qui nous mène là aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu veux savoir d'où ça vient, ces choses aussi stupéfiantes, surtout celle-là, eh bien, que d'autres moyens que d'aller dans le texte même. Alors 70 pages Pléiade, ça veut dire qu'à lire, ce sera une vidéo de 2h30. Ça me fait rire, je commence à aimer ce format. Mais avant, peut-être juste des petites incursions. Alors, ce texte écrit en 1833, c'est ce projet qui s'appelle l'Histoire des 13, mais il y a déjà un truc incroyable. C'est-à-dire que la première partie de La fille aux yeux d'or, c'est justement cette première partie qui est d'abord publiée, et ensuite, c'est bon, c'est rassemblé dans un seul bloc, les 70 pages, il n'y a pas de division. Mais c'est ça aussi qui fait que Walter Benjamin va tomber là, pieds et poings liés dans cette histoire. C'est une espèce de tableau de Paris. Mais un tableau de Paris en mouvement horizontal. Tout le monde bouge, et vous allez voir un personnage. Pour faire le tableau général de Paris, tu vas prendre un personnage qui bouge tout le temps dans Paris. Et puis, une verticalité, c'est-à-dire que tu vas prendre depuis le prolétaire, le mot est là, jusqu'au lieu du pouvoir, par exemple même ce narrateur de Marseille qui finira par être Premier ministre, donc figure là de pouvoir ascensionnel dans Balzac. Et une fois installé ce grand tableau de ville qui est prodigieux, tout Baudelaire sort de Balzac. Moi, je le dis lourdement, et c'est une des choses qu'on explore point par point. Mais ensuite, il y a cette narration, il y a la rencontre. Alors la rencontre, vous vous souvenez de l'éducation sentimentale de Flaubert avec Madame Arnoux tout au fond du bateau et le Frédéric Moreau. Bon, ben là, c'est pareil. Ça va que tout d'un coup, et on comprendra que plus tard. Pourquoi ? C'est la Paquita, appelons-la déjà comme ça. Ce personnage qui croise Henri de Marsay, c'est pas lui le chasseur qui repère la fille, non, c'est la fille qui tombe en arrêt, mais on saura pourquoi, et qu'à la fin, devant ce type-là. Ensuite, il y a la chasse. Alors, de Marsay devient le chasseur sans savoir qu'en même temps il est le chassé. Et puis il y a ce truc totalement incroyable. Et c'est pour ça que là je voulais juste qu'on fasse une petite incursion à Palan et qu'on aille voir. Il est
l'intermédiaire, c'est une figure, en plus on en fait un noir africain avec le front bas, avec les yeux comme ça qui se touchent presque. Bon, c'est un drôle de personnage caricatural, mais ce rôle de la caricature, c'est aussi le grossissement de ses traits pour préparer là le coup de théâtre. Eh bien, on donne un rendez-vous à ce De Marsay et on va l'emmener dans une voiture. Est-ce qu'elle est close? Est-ce qu'on lui bande les yeux? Même pas. Mais on se débrouille pour que dans ce truc qui va à toute vitesse, on l'emmène dans une chambre, enfin plus qu'une chambre, parce qu'il y aura les escaliers, il y aura des couloirs, il y aura un appartement, et au fond de l'appartement, il y a une sorte de boudoir tendu en vert et rouge. Et là, il va y avoir la scène. Mais cette scène, c'est-à-dire qu'on est en ville, on est dans la ville, dans le milieu de la ville, avec ce qui compte pour vous le plus, l'aboutissement, la proie est là, et qui est la proie de l'autre, ça, on ne saura pas. Mais où est cette chambre tendue de vert et de rouge dans l'immensité de la ville? De Marsay, pareil, ensuite il sera remmené, on le relancera sur le boulevard des Italiens, mais retour à cette ouverture avec description de Paris, c'est le brassement anonyme de la foule, c'est-à-dire que tout d'un coup, il est là, dans cette chambre tendue de rouge et de vert, suspendue en hauteur dans la ville, et cette question-là du Ludion, on va le voir vraiment là aussi dans le plan de Paris, cette hauteur par rapport au sol, et qu'est-ce qu'elle signifie, mais où c'est dans la ville, on ne peut pas retrouver l'endroit. Et là, il y a une figure de la ville totalement essentielle, et dont justement Baudelaire sera un des premiers à se saisir. Et puis ensuite, évidemment, le renversement. Alors, est-ce que je raconte la fin de l'histoire? C'est pas la question. C'est pas. De toute façon, moi, je suis plus pour les questions de la tragédie grecque. Elle a quel rôle, la fille aux yeux d'or, dans l'immensité de la comédie humaine? On est dans quelque chose qui tient de l'inceste, probablement, puisque un frère et une sœur qui ne se connaissent pas se révèlent là, dans la proximité immédiate l'un de l'autre. Et c'est pour ça que la Paquita, elle est tétanisée quand elle croise De Marsay. Elle croise le jumeau de son amante. Mais quand l'amante découvrira que Paquita la trompe avec un homme dont elle ne sait pas qu'il est son frère, eh bien, la fille aux yeux d'or, c'est quoi? C'est un coup de poignard. Et est-ce qu'on est encore dans le féminicide, là, comme l'évidence là, de ce dossier de l'affaire Louis Balsa, là, cet oncle le plus jeune de Balzac, quand lui a 20 ans, en 1819, quand le Balsa est guillotiné? Cette histoire, on n'en connaîtra jamais tous les dessous, évidemment. Oui, malgré tout, c'est un féminicide. Alors en quoi cette fonction-là de la fiction et du droit de tuer qu'on s'arroge, même si là, par qui elle est tuée? Par son amante. Mais qu'est-ce qui compte? C'est le coup de poignard, ou c'est simplement que l'élimination de Paquita, le cadavre troué du poignard, fait que le frère et la sœur se fondent dans ce pacte de mort, et donc consomment un inceste par mort interposée. J'exagère, ou c'est pas comme ça qu'il faut qualifier la fille aux yeux d'or? Personne n'échappe à ce texte à cause de ça, y compris dans cette répulsion. C'est le mot catastrophe. L'origine, c'est l'issue, la sortie, la catastrophe du texte. Et le texte sait son aboutissement dès le départ. Alors il y a ce truc aussi sur lequel j'ai beau chercher, là j'ai relu Albert Béguin, j'ai relu Isabelle Tournier là, dans les deux quartos, mais j'ai pas trouvé, c'est seulement en 1835, donc 2 ans après, c'est énorme pour Balzac, dans cette immense gestation. Donc il y a ce tableau de Paris qui est publié, et c'est seulement en 1835, dans Histoire des 13, que vient
Voilà, que vient la suite. Alors, si vous voulez, on regarde juste un petit peu comment ça marche. Le début, La fille aux yeux d'or, à Eugène Delacroix, peintre. Tiens donc, encore un croisement avec Baudelaire, mais aucun des trois ne peut le savoir. Un des spectacles, qu'est-ce qui est spectacle? La ville ou la narration qu'on vous construit pour aborder quoi? Pour aborder cette fusion frère-sœur? Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvante. Le mot épouvante, si tu le fais intervenir dans la première ligne d'un texte, à quoi ça te condamne, toi, pour que le texte soit épouvante? Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvante est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué? Tu vois déjà ce tourbillon, ce mouvement, qui fera que de Marsay pourra être, hop là, attrapé sur le boulevard, mis dans cette voiture et lancé dans cette, jusqu'à cette pièce en vert et rouge. Et attention, la pièce en vert et rouge. Autre élément que j'ai pas dit, Balzac, en cette époque, habite rue des Batailles. Et dans cette rue des Batailles, la petite chambre qu'il loue, là où il travaille, là où il écrit, elle est tendue de rouge et de vert. Donc le lieu du crime, le lieu de l'inceste sera précisément là où il écrit le texte. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne, voyez encore tous ces mots, tout grouille, tout vibre, tout vibrionne, tout par un champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort, après épouvante, t'as la mort. Par contre, il te reste quand même 70 pages, et donc 2h30 à voix haute. Je crois qu'il faut à voix haute, on lit quand même plus lentement. Je crois que c'est ce qu'il faut 1h30 pour lire tout seul, en silence. Que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent. C'est-à-dire maintenant la vibration elle est passée dans le temps et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus. C'est-à-dire que tout d'un coup, hop là, tu vois la foule de loin, ça vibre, et tout d'un coup, hop, premier plan, là, qu'on dirait comme le peintre Georges Gross plus tard, et dont les visages contournés, tordus, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu n'as plus que des premiers plans séparés, heurtés, rendent partout les pores, l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux. C'est quoi un cerveau? C'est là où il y a le désir et les poisons. Tu vois, quand je dis rapport à Baudelaire, mais non pas des visages, mais bien des masques. Non pas des visages, mais bien des masques. C'est-à-dire que cette image-là, tu la décolles de la surface et de l'intérieur. Masque de faiblesse, masque de force, masque de misère, masque de joie, masque d'hypocrisie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moins dans Balzac que dans Henri Michaud? Ce que Henri Michaud, il gardera que ça. Balzac, lui, il vous balance ça dans sa grande pelleteuse. Non pas des visages, mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie, tous exténués, tous empreints des signes ineffables d'une haletante avidité. Que veulent-ils? De l'or ou du plaisir? Alors, on va tout regarder comme ça, mais juste en effleurant, hein. Avant, de toute façon, il va y avoir la lecture intégrale. Cette nature sociale, toujours en fusion, semble se dire après chaque œuvre finie à une autre, comme se le dit la nature elle-même, comme la nature. Cette nature sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et jette avec feu et flamme par son éternel cratère. Peut-être, avant d'analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette
nation intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause générale qui en décolore, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins leurs individus. Tu vois le rapport à Eugène Delacroix aussi. À force de s'intéresser à tout, le Parisien finit par ne s'intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille de ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant, quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance, ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou verre, comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des choses et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir, la haine une velléité, il n'y a de vrai, etc., etc. L'ouvrier, le prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, tu vois le statut du corps. Or, c'est quoi un crime? Un crime, c'est tu troues d'un poignard un corps. Donc le corps est présent. Là aussi, tu prends la ville comme corps, et tu prends la ville comme corps par le corps de ceux qui sont dans la ville. On n'est plus dans la séparation visage-masque. Là, maintenant, on est dans l'ouvrier, le prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, son seul bras, ses 5 doigts pour vivre. Eh bien, celui-là qui, le premier, devrait économiser le principe de sa vie. Il outrepasse ses forces, attelle sa femme à quelque machine, use son enfant et le cloue à un rouage. C'est pas un crime, ça? Par rapport au crime là, dont toute l'histoire sera, tout le récit sera l'histoire, le fabricant, etc. Et alors, on avance. Je disais tout à l'heure, la ville est un mouvement. Alors, comment tu vas expérimenter ce mouvement? Eh bien, à la 4e page, tu prends un personnage et tu en fais le type même du mouvement. Le hasard a fait un ouvrier économe, le hasard l'a gratifié d'une pensée. Il a pu jeter les yeux sur l'avenir, il a rencontré une femme, il s'est trouvé père, et après quelques années de privation dure, il entreprend un petit commerce de mercerie, loue une boutique. Si ni la maladie ni le vice ne l'arrêtent en sa voie, s'il a prospéré, voici le croquis de cette vie normale. Et d'abord, saluer ce roi du mouvement parisien qui s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluer cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Cet homme résout le problème de suffire à la fois à une femme aimée, à son ménage, au constitutionnel, à son bureau, à la garde nationale, à l'opéra, à Dieu, mais pour transformer en écu le constitutionnel, le bureau, l'opéra, la garde nationale, la femme et Dieu. Enfin, saluer un irréprochable cumulard, levé tous les jours à 5 heures, il a franchi comme un oiseau l'espace qui sépare son domicile de la rue Montmartre. Qu'il vente, qu'il tonne, pleuve ou neige, il est au constitutionnel, il attend la charge de journaux dont il a soumissionné la distribution. Il reçoit ce pain politique avec avidité, le prend et le porte. À 9 heures, il est au sein de son ménage, débite un calembour à sa femme, lui dérobe un gros baiser, déguste une tasse de café au grand de ses enfants. À 10 heures moins un quart, il apparaît à la mairie, là, posé sur un fauteuil comme un perroquet sur son bâton, chauffé par les villes de Paris. Il inscrit jusqu'à 4 heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier passe par le bec de sa plume, et la figure de l'écriture quand même qui revient là, etc. Et ça continue. Mais là, sur ce temps déroulé d'une journée d'un homme qui fait en gros toutes les figures du peuple et les cumule en lui, maintenant c'est ce jeu sur monter, descendre, cette ambition introduit la pensée dans la seconde des sphères parisiennes. Montez donc un étage, allez à l'entresol, ou descendez du grenier, ou restez au 4e, enfin pénétrez dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat, les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers, les derniers commis, les clercs de l'huissier, de l'avocat,
l'avocat, du notaire, enfin les membres agissants, pensants, spéculants de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de Paris et veille à son grain, accapare les denrées, emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires, encaque les fruits du midi, les poissons de l'océan, les vins de toute côte aimée du soleil, et qui, étend les mains sur l'Orient, y prend des châles dédaignés par les Turcs et les Russes, va récolter jusque dans les Indes, se couche pour attendre la vente, aspire après le bénéfice, escompte les effets, roule, encaisse toutes les valeurs, emballe en détail Paris tout entier, la voiture, guette les fantaisies de l'enfance, épie les caprices, les vices de l'âge mûr, en pressure les maladies, et bien, sans boire de l'eau de vie comme l'ouvrier, ni sans aller se vautrer dans la fange des barrières, tous excèdent aussi leur force, tendent outre mesure leur corps et leur morale l'un par l'autre, se dessèchent de désir, s'abîment de courses précipitées. Mais tu vois, je t'en lis juste que des petits bouts comme ça. Nous voici donc amenés au 3e cercle de cet enfer, qui peut-être un jour aura son Dante. Il écrit quoi, Dante? La comédie divine. Comment il rassemblera ses récits? Plus tard, Balzac, 10 ans plus tard, eh ben, il écrira ça. Comédie humaine. Mais c'est pas encore le moment. Et ça, on y reviendra sur ce moment. Mais déjà, c'est ça. Et qui peut-être un jour aura son Dante. Balzac commence à comprendre qui est. C'est quoi ce qui lui revient de boulot dans ce 3e cercle social, espèce de ventre parisien où se digèrent les intérêts de la ville et où il se condense sous la forme dite des affaires, se remue, s'agite par un acre et fiel mouvement intestinal, la foule des avoués, médecins, notaires, avocats, gens d'affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats, là aussi se rencontrent plus de causes pour la destruction physique et morale que partout ailleurs. C'est la destruction qui unifie la ville. Encore là, ce qui va permettre à Baudelaire de se construire. Ces gens vivent presque tous en d'infectes études, dans des salles d'audience empestées, dans de petits cabinets grillés, passent le jour courbé sous le poids des affaires, se lèvent dès l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se laisser dévaliser, pour etc., etc., etc. Maintenant, ne respirez-vous pas? Ne sentez-vous pas l'air et l'espace purifiés ici, ni travaux, ni peine? La tournoyante volute de l'or a gagné les sommités du fond des soupiraux où commencent ces rigoles, du fond des boutiques où l'arrête de chétifs bâtardeaux, du sein des comptoirs et des grandes officines où il se laisse mettre en barre l'or, sous forme de dots ou de successions, amené par la main des jeunes filles ou par les mains ossues du vieillard, jaillit vers l'agent aristocratique où il va reluire, s'étaler, ruisseler. Et je vous dis juste, c'était une petite incursion pour respirer La fille aux yeux d'or. Et j'aurais juste ce passage clé, donc au milieu, là où maintenant, après, donc on est apparu Henri de Marsay, plus un autre, Paul de Manerville, qui lui sert de confident et de mise en page, et pour ce millefeuille narratif. À quoi ça sert le millefeuille narratif? À remettre là, à la surface, ce qui pour vous doit être la zone seule d'intensité. Mais l'intensité sur des étages de fond. À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture, donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la portière, déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent... Mais il est emporté où? Dans Paris? Ou dans tout ce texte qui a remplacé Paris? Là, l'enjeu fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait, qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère. Cet escalier était sombre, aussi bien que le palier, sur lequel Henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'un appartement humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre lui parurent vides et mal meublées, comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage. Il reconnut cette sensation que lui procurait la lecture. Tu es où?
dans la ville ou justement simplement dans un livre, dans le souvenir d'une lecture. Il reconnut cette sensation que lui procurait la lecture d'un de ces romans d'Anne Radcliffe où le héros traverse les salles froides, sombres, inhabitées de quelques lieux tristes et déserts. Enfin, le mulâtre ouvrit la porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. C'était la même prétention à l'élégance, le même assemblage de choses de mauvais goût, de poussière et de crasse, sur un canapé couvert en velours d'Utrecht rouge, au coin d'une cheminée qui fumait et dont le feu était enterré dans les cendres, se tenait une vieille femme assez mal vêtue, coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge. Ce salon, cette vieille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l'amour si Paquita n'avait pas été là. Et voilà comment ensuite on va jusqu'au crime, au poignard. Vous connaissez la fin, hein. 8 jours après, Paul de Manerville rencontra de Marsay aux Tuileries, sur la terrasse des Feuillants. Eh bien, qu'est donc devenue notre belle fille aux yeux d'or grands scélérats? Elle est morte. De quoi? De la poitrine. Comment on se débarrasse d'un récit. Et le frère et la sœur meurent sans confession, lui disait-elle. Va en enfer, monstre d'ingratitude, ne sois plus à personne qu'au démon. Pour le sang que tu lui as donné, tu me dois tout le tien. Meurs, meurs, souffre 1000 morts. J'ai été trop bonne, je n'ai mis qu'un moment à te tuer. De Marsay grimpa lentement l'escalier qu'il connaissait, reconnut le chemin du boudoir. Quand il en ouvrit la porte, là il a retrouvé le chemin. C'est-à-dire, quand tu retrouves le chemin, c'est là que tu ne peux trouver que la mort. Quand il en ouvrit la porte, il eut le frissonnement involontaire que causa l'homme le plus déterminé à la vue du sang répandu. « Trop tard, mon bien-aimé, dit Paquita, mourante, dont les yeux pâles se tournèrent vers de Marsay. La fille aux yeux d'or expirait noyée dans le sang, tous les flambeaux allumés, un parfum délicat qui se faisait sentir, certains désordres où l'œil d'un homme à bonne fortune devait reconnaître des folies communes à toutes les passions, annonçaient, etc., etc., etc. Les mains de Paquita s'étaient empreintes sur les coussins. Partout, elle s'était accrochée à la vie. Partout, elle s'était défendue. Partout, elle avait été frappée. Ce que tu frappes, c'est pas seulement le corps de la victime, c'est la ville en elle, c'est le lieu. Des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées, qui sans doute avaient lutté longtemps. Paquita devait avoir essayé d'escalader le plafond. Ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan sur lequel elle avait sans doute couru, son corps déchiqueté à coups de poignard. Elle disait avec quel acharnement elle avait disputé une vie qu'Henri lui rendait si chère. Elle gisait à terre et avait en mourant mordu les muscles du coup de pied de... Allez, maintenant, lecture complète. Balzac, La fille aux yeux d'or. Petite intro, juste pour vous donner le goût de la lecture ou de la relecture. Évidemment, relecture.